Salut! Aujourd'hui, on va review une main jouée par Was parce que je la trouve très intéressante. On a un joueur qui est open et Was nous dit que c'est un joueur très tight. C'est un joueur qui a 25 de VP, 16 de PFR et 55% de fold to 3 bet. Bon, 55% de fold to 3 bet, à premier lieu, ça a l'air d'être une stat normale. Il n'a pas l'air d'overfolder. Cependant, en fait, vu qu'il PFR seulement 16%, ça veut dire qu'il joue une range extrêmement tight, mais il arrive quand même à folder 55% des mains. Donc en fait, il fold trop. Un exemple, imaginons que je préflop uniquement avec deux as de roi de dame. Si tout d'un coup j'ai 30% de fold to 3 bet, ça veut dire que je fold paire de dame quand tu me 3 bet. Ce qui est vraiment une énorme erreur. Donc là, lui, il overfold en fait face à un 3 bet, mais il est extrêmement tight. Donc déjà, préflop, comment on va jouer contre lui? Déjà, on va pas jouer contre lui comme si on était en train de jouer contre le cutoff. Parce que le cutoff, il est censé PFR 27%. Là, il PFR seulement 16%. 16%, c'est quoi? C'est même pas ce que UTG est censé PFR. Donc nous, du coup, là, notre stratégie de 3 bêtes, on va plutôt regarder comme si on était en train de jouer contre UTG. Donc, normalement, on est censé 3 bêtes cette range-là, donc une range polarisée. On voit que paire de 10 n'est pas 3 bêtes. On voit que roi dame suité n'est pas 3 bêtes. Et par contre, on voit qu'on a pas mal de petits rois et de petites dames suitées qui vont être utilisés en bluff. Donc ici, en théorie en tout cas, contre cutoff, on a une range polarisée. Maintenant, on a dit qu'on allait jouer contre lui comme si c'était UTG. Pourquoi? Parce que UTG a une range d'open plus tight. D'ailleurs, ici on voit que l'UTG a une range d'open de 19%, or notre ami est à 16%. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher dans le 9 max pour essayer de voir quelqu'un qui a 16% de PFR. Donc on voit que en 9 max, non, maintenant UTG ouvre 11%. D'accord, c'est pas assez. LoJack est à 17, UTG2 est à 15. Ok, on va prendre cette range là. UTG2 open. Nous, on est en big blind. Et on voit que déjà ici, on a un 3 bet extrêmement cher. Même quand UTG2 ouvre à 2 BB, tu es censé 3 bet 6x. D'accord, 12 big blind. Ça, c'est en big blind. Et en small blind, on voit que c'est plus petit. Alors déjà, pourquoi? Déjà, il faut comprendre que la range de 3 bets de small blind, elle est mergée. Tandis que la range de 3 bets de big blind, elle est polarisée. Donc si on a une range polarisée, ça veut dire les meilleurs values et les meilleurs bluffs. Donc on a vraiment tout intérêt à 3 bêtes extrêmement cher pour faire grossir le pot avec nos meilleurs values et maximiser notre fold d'équité avec nos bluffs. Ici, nous, on n'a pas une stratégie de 3 bêtes avec un sizing aussi élevé. Donc je vais prendre un 3 bêtes. Je ne peux pas prendre un 3 bêtes plus petit, malheureusement. Est-ce qu'il n'y a pas une autre... Moi, ça ne change pas grand-chose. Bon, mais dans l'idée, j'aime bien... Non, j'aime pas trop cette range parce que contre notre adversaire, je pense que, ok, on n'est pas obligé de 3 bêtes paire de 10 et paire de valet si notre ami est très tight préflop. De plus, s'il est très tight préflop, ça va être de manière générale très facile à jouer contre lui post-flop puisque un joueur très tight préflop va adopter un style de jeu post-flop à l'image de son style préflop, c'est-à-dire qu'il va être tight, il va pas être agressif, il va être straightforward. Quand il a les papiers, il met de l'argent au milieu. Quand il n'a pas les papiers, il met pas d'argent au milieu. Donc on n'est pas obligé de 3 bêtes paire de valet et paire de 10 contre lui. Parce qu'on peut juste, en fait, on sait que quand on 3 bêtes et qu'on se fait call paire de valet, paire de 10, on va être dans une situation plutôt compliquée. Puisqu'on va être contre une range qui globalement va quasiment nous dominer. Donc en fait, du coup, c'est pas génial de 3 bêtes avec ces mains-là contre un hit. Et de plus, si on joue juste en call préflop, on aura une situation très facile à naviguer, puisqu'on va pouvoir lire en fait notre adversaire de manière assez facile. Donc ici, cette range de 3 bêtes, elle est pas mal. J'aurais préféré qu'il y ait les dames 100% du temps, mais on va prendre celle-ci. C'est pas un gros problème. Déjà, on voit qu'ici, on est quand même censé être très polarisé. Et c'est quelque chose que je vous invite à faire quand votre adversaire a un PFR assez bas et qu'il a 50% de fold to 3 bêtes, ou plus que 50%, ça veut dire qu'il overfold en fait. Et du coup, on a tout intérêt à 3 bêtes, même 100% du temps, tous les petits as, puisqu'en fait, on bloque énormément la range de call. C'est d'ailleurs, je tiens à préciser, c'est un des seuls moments où les bloqueurs sont vraiment très importants, puisque si notre adversaire
a une range extrêmement tight et qu'une 4 bet ou une call d'un 3 bet qu'avec en majorité As-Roi, As-Dame, As-Valet, tout d'un coup 3 bet avec un petit As suité, c'est vraiment hyper intéressant. Donc ici on 3 bet, notre ami call, et maintenant on va pouvoir voir le flop, puisque l'idée en fait c'est notre ami Was a été dans un spot compliqué au flop, puisque il 3 bet. Alors déjà tu as 3 bet trop petit, tu as fait x 3,5 je crois. 18 x 3,5. Tu as fait quasiment x 3,5, alors que en fait tu devrais faire x 4,5 voire x 5. Tu devrais faire 90 et tu as fait 66, donc c'est pas assez. Voilà. Bref, 3 bêtes il colle et on a ce flop là. Alors ici, comment on va réfléchir sur ce board? Déjà, ce board est meilleur pour qui? C'est la première question à se poser. Bon, alors, en théorie, il est meilleur pour nous, et en pratique, il est toujours quand même meilleur pour nous, parce que notre adversaire n'a pas deux as, il a deux dames, parce qu'il ne va pas tout le temps 4 bêtes de dames. On voit d'ailleurs qu'il n'est pas censé 4 bêtes de dames très souvent. Hein. On voit qu'il est censé flat, as-roi, off, paire de dames. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre range de 3 bêtes, c'est même pas paire de dames. Donc si on n'a même pas paire de dames dans le range de 3 bêtes, en gros, nos mains en value sont plus fortes que paire de dames, tout d'un coup, lui, il n'a aucun intérêt maintenant à 4 bêtes avec une paire de dames, puisqu'en fait, ça va être derrière. Bref. Donc, comment on joue sur ce flop? Ce flop est donc meilleur pour nous, même si c'est pas non plus le flop le plus incroyable du monde, puisque notre adversaire a As-Dame, même As-Dame off. Je pense d'ailleurs, un petit exploit, c'est que la population va overcall avec As-Dame off face à un 3 bet. Pareil avec As-Valet off, on voit que ces mains-là sont des pure folds en théorie. Or en pratique, les gens vont les call. Ici, en fait, on ne se rend pas compte, mais même As-Roi, c'est pas une main extrêmement forte. On voit que As-Roi gagne 0,6 big blind en moyenne. D'où en fait ce qui un petit peu vous motive entre guillemets à folder As-Roi dans certains spots pré-flop, puisqu'on voit que ici, quand on est en position et qu'on fait face à un 3 bet, As-Roi est quasiment break-even en fait. Et si tout d'un coup notre adversaire ne 3 bet plus avec tous les petits as suités, avec une range polarisée, tout d'un coup As-Roi ça peut très rapidement devenir un fold. Paire de 10, paire de 9. Ça c'est une erreur que je fais, hein. Je suis honnête avec vous. J'overcall, paire de 10, paire de 9 face à un 3 bet, alors que ce sont des mains qui sont break-even et que si tout d'un coup tu enlèves toutes les mains, tous les 3 bet bluff de notre adversaire, toutes ces mains-là, tout d'un coup paire de 10, levée n'est plus 0, levée elle est vraiment négative. Et en fait tout d'un coup mon paire de 10 et paire de valet c'est juste un 7 minor, et paire de dame c'est presque un 7 minor aussi. C'est assez ouf de se rendre compte que paire de dame a une levée de 0,1 big blind en moyenne. Donc quand tu as paire de dame et que tu fais face à un 3 bet par un mec très neat, en fait on va pas foller pré-flop. Pourquoi? Parce que le joueur neat va jouer de manière assez straightforward post-flop. Il va pas nous mettre 3 barrels bluff avec As-Roi très souvent. Donc on va pouvoir folder notre paire de dames post-flop s'il met de l'agressivité. Et s'il joue passivement, on va aussi jouer passivement avec paire de dames. Pourquoi? Parce qu'on pourrait dire qu'on a envie de miser pour deny de l'équité face à As-Roi, ce qui est vrai. D'ailleurs, on pourrait miser tout petit, mais faire attention. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre ami, les gens slow play trop, du moins les fiches, et les needs sont un petit peu comme des fiches, slow play trop au flop avec 2 as, 2 rois, etc. Donc quand il check et qu'on est en position avec paire de dames, on ne va pas non plus se chauffer et s'exciter à mettre beaucoup d'argent quand on est contre un mec qui est très neat et qui 3 bet très peu. Mais revenons à nos oignons. As-Dame 4, ce board est meilleur pour qui? On va directement voir la stratégie GTO Wizard. Attends. Non, GTO Wizard ne fait pas ça. Qu'est-ce que tu fais? Non, ça c'est. Mais ça c'est pas la bonne range, ce qu'il me fait. Ça c'est la range du TG, ça. Allez. Bon, attendez, je vais essayer de régler le problème. Bon, du coup, j'ai
Run sur GTO Wizard la sim moi-même. Donc hors de position, voici la range de 3 bêtes que je nous donne principalement en value. Le top de notre range des bluffs. On peut même enlever un petit peu de bluff si on veut, on s'en fout. L'idée, c'est, je pense, c'est important d'avoir ses mains en 3 bêtes bluff. Quelques suites de connecteurs. Je pense que c'est intéressant de 3 bêtes un nit avec ces mains-là, puisqu'en fait, du coup, post-flop, on va avoir de la jouabilité. On va pouvoir faire des doubles paires, des straight, des flush, etc. Vous connaissez l'histoire. Donc, on va run. Et sa range, pardon, excusez-moi, sa range, ça va être principalement donc des Broadway suités, quelques pocket pairs, mais principalement des Broadway suités, un peu d'As-Roi off. Pourquoi? Parce que le nit va pas 4 bêtes As-Roi off tout le temps, ni paire de dames d'ailleurs. Donc en fait, il a juste pas de As, de Roi et As-Roi qui va tout le temps 4 bêtes, c'est tout. Donc on run la sim, c'est des ranges très tight, donc hop, voilà, c'est bon, c'est fait. Le flop, je nous ai donné 3 sizing pour l'instant, un tiers, demi-pot et 3 quarts. Et vous allez voir un petit peu pourquoi j'ai fait ça. Donc, on voit déjà qu'au flop, on peut tout le temps miser un tiers. Quand on mise un tiers avec toutes nos mains, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, notre adversaire est obligé d'overfold. Alors, je vais essayer de vous expliquer un peu. Quand le solver fait ça, c'est-à-dire que quand il ne check littéralement 0% du temps, ça veut dire que notre adversaire va overfold par rapport aux codes qui lui sont donnés, au code de pot, hein, et il va overfold parce que il n'a pas le choix. C'est-à-dire que le solver va volontairement overfold et donc offrir au joueur hors de position un bluff profitable avec any two card. Pourquoi? Parce qu'en fait il est trop en désavantage sur ce board. On voit que typiquement quand on fait un tiers, donc on mise 1 pour gagner 3, donc maintenant le pot fait 4, d'accord? Notre adversaire a donc nous on risque 1 pour gagner 4, nos bluffs ont donc besoin de gagner 25% du temps. Donc notre adversaire doit normalement folder, ne pas folder en tout cas plus de 25% du temps. Or ici on voit qu'il fold 40% du temps. En gros, any to bluff ici c'est profitable. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il faut aussi réfléchir post-flop quand on est en single raise spot et qu'on fait un tiers, 2 tiers, 2 tiers à la river. À la river, quand on fait 2 tiers, on va faire les maths nous-mêmes. On risque 2 pour gagner dans un pot qui fait 3. Le pot fait 3, on mise 2 tiers. Voilà. Donc on risque 2 pour gagner 5. Donc on a besoin, nos bluffs ont besoin de gagner 40% du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si notre adversaire colle une fois sur 2, on gagne de l'argent automatiquement. D'accord? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je le répète, nos bluffs ont besoin de gagner au moins 40% du temps. Or, si notre adversaire fold 41% du temps, donc s'il colle 59% du temps, en fait, il overfold. Il faut qu'il colle plus que 59% du temps, il faut qu'il colle 60% du temps. Donc, si vous ressentez de la frustration parce que votre adversaire vous colle à la river quand vous avez fait un tiers, 2 tiers, 2 tiers, il faut comprendre qu'on joue sur le long terme. Et je sais que c'est difficile, parce que vous n'avez pas cette habitude, mais on est en train d'essayer avec Augustin de switch votre mindset pour vous faire comprendre qu'on joue sur le long terme. On est là pour avoir une courbe de gain qui soit positive. Et donc, on s'en fout de gagner ou de perdre cette main aujourd'hui. On sait que, encore une fois, je le répète, pour vraiment que ça rentre dans vos têtes, quand on fait 2 tiers à la river, notre adversaire va call peut-être une fois sur 2. Et du coup, on gagne de l'argent automatiquement parce qu'il faut qu'il colle plus qu'une fois sur 2. Il faut qu'il colle 60% du temps et il ne va pas le faire. Surtout un fish, parce qu'un fish va arriver à la river avec toutes ses gut shots et toutes ses open-ended et toutes ses backdoors et tout ce qu'il veut parce que le fish, il ne va pas folder ces mains-là. Et à la river, il a beaucoup trop de mains et donc il est censé call any two pair, il est censé call any SI. S'il ne fait pas ça, il fold plus que 40% du temps. Et encore une fois, s'il fold plus que 40% du temps, nos bluffs sont profitables. Voilà, c'est facile, hein. Bref, donc pour revenir sur cette main-là, on voit qu'on peut fermer les yeux, miser un tiers et auto-profite avec toutes nos mains. Maintenant, ça, c'est une stratégie intéressante et je dirais que ça, c'est le premier niveau. On pourrait s'arrêter là et dire, vous voyez, on a juste à faire un tiers avec toutes nos mains et puis on gagne de l'argent. Mais on peut être encore un peu plus intelligent. Je vous rappelle que ça, c'est une simulation GTO. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le solver qui est en face sait exactement comment le pré-flop raiser joue. Typiquement, le défenseur
connaît parfaitement la range de l'attaquant et donc il sait comment jouer. Dans la vraie vie, notre adversaire ne sait pas faire ça. Donc ici, quand on est contre un joueur qui n'est pas un bon joueur GTO, puisqu'encore une fois, si on est contre un bon règle, il va peut-être falloir essayer d'adopter des stratégies GTO, ou du moins surtout dans les spots obvious pour éviter, pour éviter que notre adversaire commence à comprendre un petit peu qu'en fait on joue notre main, un peu comme les fiches, et que du coup, si nous on joue notre main contre un joueur GTO, le joueur GTO va facilement comprendre comment nous exploiter. Mais ici, on est contre un mauvais joueur, on est contre un hit. Contre un hit, on s'en fout du GTO. Donc, on peut fermer les yeux, faire un tir avec toutes nos mains et ça fait gagner de l'argent. Donc, c'est une stratégie EV+. Mais il y a d'autres stratégies encore plus EV+. Et ici, la stratégie encore plus EV+, c'est quoi? Eh bien, c'est comme contre un fiche, c'est de jouer notre main. Donc, si notre main ici n'a pas, n'a pas beaucoup de value et qu'elle n'a pas besoin de protection, typiquement ici, on n'a pas besoin de protection, même si on n'avait pas le droit de pique, on n'a pas besoin de protection, on est dans un pot 3 bêtes, le SPR est vraiment tout petit, c'est-à-dire que le ratio entre le pot et le stack est vraiment tout petit, donc s'il y a une flush qui rentre, s'il y a une straight qui rentre, ça change à peu près rien, c'est un petit peu comme si on était en tournoi, avec 10 big blinds derrière, quand tu as 10 big blinds, quand tu as un stack de 10 big blinds, tu t'en fous qu'il y ait une flush qu'il y ait un flush draw au flop. De toute façon, tu n'as que 10 big blinds, donc n'importe quel top pair est assez bonne pour stack off. Ici, c'est la même idée. Donc, notre main n'a pas besoin de protection. De plus, notre adversaire est un joueur faible, est un hit qui va être très straightforward, qui ne va pas se lancer dans des gros bluffs. Donc, on ne va jamais être dans un spot désagréable et compliqué. Donc, on peut, en fait, checker au flop et, en fait, entre guillemets, prendre de l'information sur notre adversaire. Ici, un bon joueur va check back à sa place avec des as pour avoir une range de check back protégée. Un mauvais joueur, en général, va quasiment tout le temps miser ses as au flop, ou du moins, il ne va pas en checker suffisamment. Un joueur agressif va miser trop de poubelles au flop pour bluffer, et donc ne va pas abandonner avec assez de poubelles, donc on sait qu'il va overbluffer au flop. Et un joueur... c'est à peu près tout. C'est tout ce que je vais dire. Voilà. Donc, encore une fois, quand on joue notre main, on est facilement exploitable. Typiquement, quand on est contre un fiche, on sait que le fiche joue sa main, il ne joue pas sa range. Et donc, sur certains types de boards, on sait que s'il joue sa main, en fait, du coup, quand il va check, il n'aura donc jamais de main forte, puisque toutes ces mains fortes, il va les miser ici. Je vais prendre un exemple un peu plus concret, comme ça vous allez comprendre. Je vais ouvrir une sim pour vous. Donc, on a ici un bouton open, big blind call. On a le board 9 dame 3 avec un flush draw. C'est un board qui est très drawy. Les deux joueurs ont à peu près le même nombre, enfin exactement le même nombre de double paires. Hors de position à brelan 3, mais pas brelan 9 ni brelan dame, puisque ces manas sont 3 bêtes. Donc, le joueur en position a un avantage sur les brelans et aussi un avantage sur les overpairs. De plus, le joueur en position a un avantage sur les meilleurs top pairs, puisqu'encore une fois, le joueur hors de position va 3 bêtes as dame, roi dame, dame valet de temps en temps. Donc, sur ce board-là, le joueur hors de position n'a pas beaucoup de top pairs très forts. De plus, sur ce board, il y a le principe d'urgence qui, en fait, veut simplement dire il y a un flush draw et un straight draw. Donc ici, quand tu as une overpair, quand tu as une main forte, tu as besoin de miser très cher pour protéger ta main. Donc ici, même si le joueur hors de position, et là on revient un petit peu sur la vidéo précédente sur avantage de range, avantage de nuts, même si le joueur hors de position a plus de poubelles que nous, sur ce board, ça fait moins de sens de miser petit pour attaquer les poubelles. C'est EV+, mais c'est encore plus EV+, de miser très cher avec nos mains qui ont besoin de protection et de value, du style 2 rois. On voit que 2 rois, c'est un overbet au flop. On voit qu'as-dame, ça va être overbet. Et en bluff, on voit que valet 10 va overbet. On voit que les flush draws vont overbet à hauteur de 30% du temps, enfin 20%, mais bon, moi je mets tous les bets dans l'overbet. Ici, typiquement au flop, j'ai qu'un seul sizing, c'est overbet ou check. Contre un bon joueur, contre un fiche, on joue notre strat. Contre un mauvais reg, on joue aussi notre strat, un tiers, deux tiers, deux tiers, le mauvais reg va overfold. Mais là, on réfléchit un peu sur le spectre théorique. Dans le spectre théorique ici, on voit que si je check et qu'on prend une brique à la turn, imaginons qu'on est contre un fiche, on sait que le fiche joue sa main, le fiche ne sait pas jouer au poker. Le fiche ne sait pas qu'à la turn, il est censé
checker cette top pair quasiment 50% du temps. Il ne sait pas qu'il faut qu'il check ses doubles paires 50% du temps et ses brelans 20% du temps. Donc en gros, le fiche ici, il va être très straightforward. Et si il ne stab pas turn, on sait maintenant qu'il a plus jamais de main forte. Donc en théorie, quand il check turn, il a encore beaucoup de top pair, il a des doubles paires, il a encore quelques brelans qui slow play, qui protègent en tout cas la range de check. Du coup, contre cette range qui est encore protégée, nous en position, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on est encore censé checker 70% du temps. Mais dans la vraie vie, vu que le fiche joue sa main, on sait maintenant que quand il check, il n'a donc pas protégé sa range de check avec suffisamment de mains fortes. Donc on peut dire la GTO maintenant, on a compris comment il a dévié de la GTO à la turn. Donc moi je ne vais pas jouer comme ça. Moi à la turn, je vais juste faire 2 tiers avec tous mes bluffs. Et en fait, il n'a pas assez de mains fortes pour se défendre. Il a trop de mains moyennes, il a trop de tirages, il a trop d'auteur-as, il a trop de poubelles. Et du coup, il va jamais pouvoir défendre suffisamment de combos. Et on va juste auto-profit avec nos bluffs à la turn et à la river. Bon, cette vidéo était un petit peu plus longue, mais je pense qu'il y a encore 2-3 concepts intéressants que l'on a vus. J'ai pas encore regardé la vidéo de Bibi Biatch. En même temps, c'est une session de 2 heures, donc j'ai pas trop envie de passer 2 heures dessus, donc je vais peut-être pas le faire. Mais voilà, je vous souhaite une bonne chance aux tables, un bon visionnage et à la revoyure.